Merci beaucoup. Ma présentation a été faite par Dr. Basma Suisse et je pense elle a hinté la LEC beaucoup. Euh, du coup, je vais parler un tout petit peu de lithotricité extracorporelle. Qu'est-ce que c'est? C'est des ondes de choc en fait pour traiter des calculs. Traiter des calculs comment? On va les fragmenter initialement et ce qui va faciliter leur élimination spontanée. On peut traiter d'autres calculs comme les calculs biliaires, comme les calculs pancréatiques, des calculs salivaires, des fascites plantaires, etc. Alors, on va faire un tout petit peu de physique pour l'ALEC, c'est obligatoire. Qu'est-ce que c'est qu'une onde de choc? C'est une onde acoustique, c'est-à-dire que c'est une onde qu'elle va être créée toutefois qu'un objet qui va se déplacer dans un fluide ou dans un gaz. En fait, ça va libérer des énergies, ça va libérer brusquement des énergies avec des amplitudes d'énergie différentes et élevées, et c'est ce qui va créer cette onde de choc-là. Ces ondes de choc vont traverser des substances de différentes impédances avec des contraintes de compression de compression se produisent sur cette surface qui est de la limite. Et ça va créer une implosion plutôt qu'une explosion. Qu'est-ce que c'est qu'une onde de choc? En fait, c'est des ondes acoustiques de durée variable généralement, mais c'est de courte durée, inférieure à 10 microsecondes. On a une petite phase ascendante qui est très très brève, c'est la phase d'énergie positive, ça s'appelle phase compressive, c'est une pression de pointe qui peut atteindre les 100 mégapascales, et une phase descendante, plus longue un tout petit peu, ça s'appelle la phase de traction, c'est la phase de pression négative, et ça peut atteindre les moins 10 mégapascales. Alors, comment va-t-on faire de la litho? Il nous faut des lithotriceurs et il est composé par quatre éléments très importants: les générateurs, les dispositifs de focalisation, le milieu de couplage et le système de localisation du calcul. On va voir un par un. On a trois types de générateurs d'ondes de choc. Les générateurs les plus anciens sont les électrohydrauliques, les autres c'est les piézoélectriques et les électromagnétiques. Pour les électrohydrauliques, je vais passer très rapidement, on a une source qui est ponctuelle entre deux électrodes, on aura un courant qui va créer des ondes de choc et ça va être focalisé grâce à cette semi-ellipsoïde de réflexion. Les avantages, c'est qu'on a de très bonnes ondes de choc qui sont puissantes pour la fragmentation, mais les inconvénients, c'est qu'on a des pressions parfois fluctuantes et les électrodes qui vont s'user très rapidement. Pour les générateurs électromagnétiques, on a une source plus étendue un tout petit peu, c'est le même principe en fait d'un haut-parleur. On aura un courant électrique qui va passer dans une bobine, cette bobine va repousser une petite membrane là que vous voyez en mauve. Ceci va créer une onde de pression qui va être acheminée vers un cylindre et une onde de choc va être générée. Ceci va être focalisé grâce à une lentille qui est représentée en bleu. Il y a un autre type de générateur électromagnétique, c'est des générateurs avec des variantes à base d'une membrane cylindrique. La focalisation, c'est sur une surface semi-paraboloïde, c'est les générateurs STORS. Les avantages de ces générateurs-là, c'est que c'est plus contrôlable, ils sont plus contrôlables, moins douloureux, et on n'a pas besoin de remplacer fréquemment les électrodes comme les anciens. On a aussi un petit point focal avec des densités d'énergie qui sont élevées. Ceci est très efficace pour fragmenter les calculs, mais bon, malheureusement au prix d'un risque accru d'hématome rénal. Les générateurs piézoélectriques, il y a des pièces en fait métalliques, piézoélectriques. Quand le courant va passer, ils vont se dilater. Il y aura une décharge, dilatation, oscillation, et ça va créer une onde de choc. Elle sera focalisée naturellement puisque ces pièces piézoélectriques, elles sont disposées sur une hémisphère. Les avantages, c'est la haute précision, c'est la longue durée de vie. Ils sont un peu douloureux parce qu'ils ont un process de faible énergie, mais ça réduit malheureusement l'efficacité de ces ondes de choc-là. On va passer au dispositif de focalisation dont on a parlé un tout petit peu. C'est l'ellipsoïde pour l'électrohydraulique, c'est la membrane ou c'est la lentille acoustique ou semi-paraboloïde pour l'électromagnétique, et c'est le plat hémisphérique pour le piézoélectrique. Il y a d'autres générateurs à base de petites pastilles d'azoture de plomb ou de faisceaux de laser, mais ils n'ont pas connu un grand succès en fait commercial. Pour le milieu de couplage, en fait, une onde de choc, elle va se propager différemment dans différentes matières. Et c'est pour cela qu'on a eu des difficultés à
à ce qu'on obtienne une onde de choc au contact du calcul de la même efficacité qu'au niveau du point focal. Et du coup, les premiers lithotriceurs par M. Dornier dans les années 80, on mettait en fait les patients dans un grand bain d'eau, comme vous voyez, et ça nécessitait une anesthésie. Pour les lithotriceurs d'après, on a eu des coussins à base de gel avec de l'eau dans ces coussins, et on couplait les focalisateurs avec les patients à l'aide de ces coussins-là. Bon, pour les générateurs de nouvelle génération, on a du gel et c'est beaucoup plus pratique. Je passe. Pour le système de localisation des calculs, vous savez tous, on localisait les calculs à l'aide de la fluoroscopie au début, puis on faisait de l'échographie grâce aux générateurs électromagnétiques et piézoélectriques. Mais en fait, la combinaison des deux techniques est la meilleure. En fait, ça améliore les résultats de 20%, ça réduit la durée de la séance et ça diminue l'énergie délivrée aux patients. Les théories de fragmentation d'un calcul à l'aide d'une onde de choc sont très difficiles. C'est un casse-tête chinois en fait. On va voir 4. Le premier, c'est une onde de choc. Ça va venir une onde de choc qui est une pression positive. Ça va venir sur la face antérieure et postérieure du calcul et ça va faire des inversions de pression et il y aura des fortes contraintes sur le calcul qui va le fragmenter. L'effet distorsion ou spallation, en fait, les ondes, elles vont acheminer dans le calcul et ça va être réfléchi sur la face postérieure du calcul. Ceci va générer une petite fragmentation sur la face postérieure du calcul. L'effet squeezing, les ondes de choc, elles vont se propager avec des vitesses différentes dans les différents tissus, le calcul et les tissus mous. Du coup, on aura un déphasage entre les ondes de choc. Il y aura du coup une compression entre deux ondes qui vont être réfléchies entre deux et c'est l'effet Nutcracker. Et le dernier effet, c'est la cavitation. Les ondes négatives dont on a parlé, il y aura on va créer des petites bulles d'air au contact du calcul grâce à ces ondes négatives et ça va faire des micro-explosions au niveau de la surface lithiasique, ce qui va le fragmenter. Tout ça est très beau, mais bon, ça me fait mal à la tête. On va passer aux choses sérieuses. Les contre-indications de la lithotricité extracorporelle, on connaît tous. L'infection urinaire évolutive, on ne peut pas faire des microtraumatismes sur le rein tout en ayant une infection urinaire évolutive. Ça va générer le passage des bactéries dans les vaisseaux sanguins, ça va générer une bactériémie. La grossesse aussi, c'est une contre-indication. Les coagulopathies, ça va faciliter les complications d'hématomes sous-capsulaires. Les anévrismes artériels, à condition que ça soit un anévrisme à côté du rein, c'est-à-dire un anévrisme de l'artère rénale, parce qu'on pourrait rompre ces anévrismes-là. L'hypertension non contrôlée. L'obstruction aussi, on ne peut pas casser un calcul sans qu'il passe. Du coup, si on a une obstruction en aval du calcul, ce n'est pas intéressant pour nous pour traiter le patient. L'obésité morbide, les déformations de la colonne vertébrale, tout ça, c'est des contre-indications, mais en fait, c'est des contre-indications relatives. Si on trouve une solution, on pourrait les discuter. Est-ce que les antécédents de pacemaker ou défibrillateurs implantables, ça contre-indique? Non, mais il faut prendre des précautions. Je vous épargne les détails, mais on pourrait désactiver momentanément ces appareils-là à l'aide d'anéments tout en surveillant nos patients-là. Donc, quel est l'objectif de lithotricité extracorporelle? C'est de fragmenter les calculs en petits morceaux, idéalement à 1 mm, mais bon, c'est acceptable si c'est inférieur à 4 mm, et on aura l'élimination à 3 mois. Cette élimination, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, ça sera une élimination sans une morbidité pour les calculs du rein. Est-ce qu'on doit faire une prophylaxie avant, une antibioprophylaxie avant une lithotricité extracorporelle? Franchement, et c'était le cas avant 2008. Mais il y avait eu plusieurs études dans cette méta-analyse chinoise et on n'a pas trouvé de bénéfice à mettre une antibioprophylaxie, ni bénéfice infectieux, ni rien du tout. Et du coup, on ne peut pas mettre une antibioprophylaxie. Mais si on a une bactériurie ou un risque infectieux qui est accru, il faut faire plutôt une antibiothérapie périaque, c'est-à-dire avant 48 heures et après jusqu'à 4 jours. Faut-il mettre des sondes JJ? Des études se sont faites, elles sont controverses, mais la plupart des études disent que non. Dans cette méta-analyse chinoise, où on retrouve qu'il n'y a pas de bénéfice pour mettre une sonde JJ avant une lithotricité extracorporelle, ni sur le taux de stoichiométrie, ni sur les traitements adjuvants, ni sur la survenue d'un empirement urétéral, ni sur les coliques néphrétiques. Et du coup,
on pourrait discuter dans un staff multidisciplinaire de mettre des sondes J chez des patients qui ont une charge litasique qui est assez importante, supérieure à 1,5 cm, ou des systèmes obstrués. Et dans ce cas, il faut mettre une sonde J. Et pour des calculs mal visualisés, j'ai trouvé ça, j'ai jamais fait ça. Il y a des patients, il y a des équipes qui n'ont pas la LEC avec la localisation échographique, ils mettent des sondes J dans le pied lent pour cibler la boucle supérieure. Bon, c'est très discutable. Pour les détails péropératoires, combien de coups? Il n'y a pas de consensus, mais généralement, ça se situe autour de 3000 coups. C'est à raison de 60 à 90 coups par minute, 1 à 1,5 Hz. L'augmentation de la fréquence n'augmente pas le taux de stun free, mais ça augmente considérablement les complications. L'énergie avec laquelle on va délivrer cette lithotricée extracorporelle, ça va être comprise entre 12 et 24 kV. Les séquences de livraison, ça va être, on va donner initialement des séquences d'énergie de 12 kV, 300 à 400 coups, et puis on va augmenter progressivement 100 coups à 18, et puis on va continuer jusqu'à la fin avec 24 kJ. Pourquoi? Parce que ça prépare le rein à ces chocs-là. On aura une vasoconstriction des vaisseaux rénaux et du coup, on aura une réduction des risques d'hématome périrénal grâce à cette augmentation de puissance ou ramping en anglais. Les pauses sont assez intéressantes aussi au milieu de la séance de lithotricée de 3 à 4 minutes. Alors, qu'en est-il pour les facteurs qui sont prédictifs de résistance? Celui-ci en a parlé un tout petit peu. Je vais reprendre quelques notions. La taille, c'est un critère très, très important pour la prédiction du risque. Le taux de stun free dans la LEC à 3 mois, c'est autour de 90% pour les calculs inférieurs à 1 cm. C'est autour de 80% pour les calculs entre 1 et 2 cm et ça diminue jusqu'à 30% pour les calculs supérieurs à 2 cm. La localisation aussi, c'est très important à considérer. Le meilleur des calculs traités par l'EC, c'est les calculs du bassinet. Après vient les calculs du calicelle supérieur et moyen. Et en dernière position, évidemment, le calice inférieur. Est-ce qu'il faut traiter les calculs inférieurs à 5 mm par lithotricée extracorporelle? Franchement, c'est très... il faut discuter ces dossiers-là, mais je ne pense pas que c'est une bonne solution. Parce que déjà, les viser, c'est très, très difficile. Pour la composition lithiasique aussi, c'est intéressant. Vous savez tous que les calculs de cystine, les calculs de bruchite, les calculs de vévélite et les calculs matriciels aussi de type 6, ça résiste à la LEC. Et même si on arrive à les fragmenter, ça sera très, très difficile de les éliminer, malheureusement. Et du coup, il faut discuter ces cas-là. Ce n'est pas une contre-indication, mais il faut choisir les bons patients et il faut qu'on choisisse des patients qui ont une charge lithiasique inférieure à 1,5 cm. Pour les calculs matriciels, généralement, c'est des calculs associés à une bactériurie et ce n'est pas très intéressant de faire de la LEC dessus parce que c'est en fait des calculs gélatineux. Je ne sais pas si vous avez vu une uréteroscopie souple pour ces calculs-là. Ça s'évacue au lavage, en fait, sur la gaine d'accès. Pour la prédiction de la composition, vous avez vu sur l'AESP, on a un taux de précision de 40%. Les calculs qui sont ronds, lisses, avec une densité proche de l'os, ça résiste généralement à la LEC. Et les calculs qui sont ronds avec des réticulations radiales, avec des bords épineux, des marges irrégulières, généralement, c'est des védélites et ça répond généralement à la LEC. Le scanner aussi peut prédire ces choses-là. Le seuil de fragmentation pour la lithotricie se situe entre 750 et 1000 unités Hounsfield. Attention à la cystine. Si on a un calcul au-dessus de 1000 unités Hounsfield, le taux de stun free va descendre à 17%. Un autre paramètre très, très intéressant, c'est le stun to skin distance, c'est la distance peau calcul. Et on a un cut-off là-dessus. Si on a un calcul qui est supérieur à 10 cm, franchement, on aura du mal à le fragmenter. Du coup, le BMI, c'est un facteur prédictif d'échec. Et ce n'est pas à cause de la matière grasse, même si on a des gens hyper musclés, on aura du mal à fragmenter leurs calculs. Et du coup, même si tu as le Yacine Chingiz ou Arnold Schwarzenegger, c'est des mauvais répondeurs à la LEC.
D'autres facteurs, les facteurs anatomiques aussi, l'obstruction de la jonction urétéro-vésicale, pyélo-urétérale, les reins en verrage val, les diverticules calicelles, c'est des mauvais répondeurs à la LEC. Pourquoi? Parce qu'on a un obstacle en aval. Et du coup, les résultats chez les patients qui ont eu de la LEC, chez ces patients-là, diminuent jusqu'à 50% ou même 60% l'efficacité de la LEC. Le calice inférieur aussi, dans les recommandations européennes et françaises, on dit qu'on peut faire de la LEC sur un calice inférieur pour un calcul inférieur à 1 cm. Pour les calculs entre 1 et 2 cm, déjà, il faut qu'on ait des facteurs favorables à l'élimination des calculs. Et ces facteurs-là sont l'angle infundibulopelvien qui sera supérieur à 70%, 70 degrés pour l'élimination, la largeur infundibulaire de 4 mm et la longueur infundibulaire inférieure à 3 cm. Le diverticule calicelle, ce n'est pas intéressant. Les taux de stone free sur ces calculs-là avoisinent les 0%. On pourrait proposer, mais sans grande conviction. L'altération aussi de la fonction rénale, ça gêne l'élimination des calculs. Et vous voyez, avec cette étude-là, si on a un taux de créate qui est de 20 mg par litre, ça diminue l'efficacité et le stone free. Et si on a un taux de créate qui est supérieur à 40 mg par litre, ça augmente les complications et c'est significatif comme résultat. Pour les enfants, on peut discuter chez eux de faire de la LEC sur des calculs supérieurs à 2 cm parce qu'on a un appareil urinaire qui est plus compliant, mais il faut surtout protéger les poumons et délivrer de faibles énergies et de faibles nombres de coups. Il y a une thérapie en fait adjuvante après la lithotricée extracorporelle et c'est sympa. Ça consiste à faire boire nos patients 500 ml 30 minutes avant la LEC d'eau, les mettre en train à 45 degrés et de faire des micro-percussions sur le flanc. Ça augmente le taux de stone free jusqu'à 35% selon cette étude-là. C'est une étude américaine. Les limitations, c'est le time consuming et ça consomme des ressources humaines aussi. Est-ce qu'il y a un traitement médical efficace après la LEC? Oui, il existe. Les anti-inflammatoires, les alpha-bloquants, les autres traitements n'ont pas montré davantage. Le suivi post-LEC, ça sera avec des AUSP toutes les 1 à 4 semaines et on va documenter l'échec de la LEC si on a, après 3 séances, l'absence d'élimination des calculs. Pour les calculs de l'urtère aussi, il faut bien choisir ces calculs-là. C'est 1 cm généralement. Le seuil de distance, le stone to skin distance, ça va être à 11 à 12 cm. Et il faut faire attention aux calculs impactés. C'est quoi un calcul? C'est-à-dire que c'est des calculs qui sont là depuis un bon bout de temps, supérieur à 6 mois. On va donner la même fréquence, 1 à 1,5 Hz, et on n'aura pas de bénéfice à faire des pauses sur les calculs de l'urtère. Ce n'est pas comme le rein. Il y a une particularité pour l'urtère pelvien, on va pas mettre les patients en position dorsale. Vous voyez avec l'image scanographique, il faut qu'on mette le patient sur une position ventrale pour dégager et pour s'éloigner des obstacles anatomiques que fait l'os iliaque et le sacrum. Et comme ça, on aura aussi un meilleur alignement de l'urtère et ça va procurer un confort de plus de nos patients. Du coup, pour résumer, les facteurs qui influencent la lithotricée extracorporelle, c'est des facteurs en rapport avec le calcul, taille, nombre et nature. C'est des facteurs en rapport avec la voie excrétrice, c'est-à-dire l'obstruction, diverticules, rein ectopique, calice inférieur. Et il y a aussi, et c'est les facteurs les plus importants, c'est en rapport avec le patient, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une infection, est-ce qu'il est obèse, est-ce qu'il prend des anticoagulants, est-ce qu'il a une insuffisance rénale, est-ce qu'il a une hypertension artérielle, l'âge de notre patient, etc. Est-ce qu'il faut faire une anesthésie pour la LEC? Généralement, on l'a fait pour les enfants et pour les sujets qui n'ont pas toléré la lithotricée extracorporelle, mais on peut aussi donner des antalgiques, du tramadol, des anti-inflammatoires. On peut mettre de la xylocaïne gel sur le point d'entrée cutané. On peut donner du protoxyde d'azote aussi, c'est sympa, surtout pour les enfants. Les complications, on les connaît tous. L'hématurie, c'est la complication la plus fréquente. Ça s'arrête au bout de 8 heures généralement. On peut avoir une détérioration initiale de la fonction rénale à cause de la migration calculeuse. On peut avoir des coliques néphrétiques. Attention aux coliques néphrétiques fébriles comme on a vu. L'empirement urétéral. Si on choisit mal notre patient, si on a une charge lithiasique assez importante, surtout c'est la surface,
on aura des empierrements urétérales et il y a une classification en COP-code, c'est en fonction de la taille des fragments résiduels au niveau de l'urtère. Ce n'est pas une urétéroscopie dans tous les temps, on peut les surveiller à 1 à 3 semaines. Si on n'a pas de résultat, on peut faire de la LEC sur la tête de l'empierrement si on n'a pas une infection aussi. Si ce n'est pas possible, il faut discuter une urétéroscopie. Ça va être très, très difficile comme urétéroscopie. On a d'autres lésions extra-rénales, les hématomes du foie, les lésions parenchymateuses pulmonaires, les lésions cardiaques, les infarctus du myocarde, les hématomes musculaires. Il y a des report cases à propos d'érosion gastrique, duodénale, des pancréatites aiguës. Tout existe en matière de LEC. Sinon, pour les lésions rénales qui sont aiguës, généralement, on a une résolution au bout de 6 à 24 mois. C'est des lésions fonctionnelles, c'est des petites hémorragies. Il y a d'autres lésions qui sont chroniques, l'hypertension artérielle qui augmente très rapidement, une diminution de la fonction rénale, une augmentation du taux de récidive des calculs. Tout ceci, c'est en rapport avec des changements histologiques au niveau du rein qu'on a vu, des pertes de néphroniques, des veines dilatées, des fibroses interstitielles, des dépôts de calcium, etc. Donc, pour résumer, les facteurs qui influencent un traumatisme du rein dans une séance de LEC, c'est le nombre de chocs, c'est la durée des chocs, c'est la taille du rein, c'est l'âge de l'enfant, est-ce qu'il y a une insuffisance rénale. Et pour contrôler ce dommage-là, il faut utiliser au début une petite énergie et puis augmenter pour préparer le rein. Il faut traiter à une fréquence 1 à 1,5 Hz. Et il faut donner un maximum d'ondes de choc à 3000 coups dans une séance. Il faut espacer les séances pour le rein surtout. C'est entre 3 et 1 mois entre les deux séances. Pour l'urtère, c'est pas grave, c'est tous les 2 jours, on peut. Est-ce qu'il existe une LEC en urgence? Eh bien oui. Et ils sont en train de recruter là à l'hôpital Lyon-Sud avec Nadia Habib. Ils font des LEC sur des coliques néphrétiques. C'est surtout, et on a retrouvé des bénéfices sur les calculs entre 6 et 10 mm et qui sont au niveau de la jonction piélo-urétérale. Ça a un effet antalgique et ça favorise l'élimination plus rapide des fragments. Et du coup, autant de l'urétéroscopie souple et la NLPC, est-ce qu'il y a toujours de la place pour la LEC? Oui, je dis que oui, parce que là, j'ai retrouvé un petit article. Ils sont en train de recruter et ils font de l'expérimentation porcine. C'est un appareil de lithotricie extracorporelle avec des fréquences aussi basses. Ça en met sur le flanc et ça fait la propulsion du calcul calicien inférieur. Et ça va favoriser l'élimination de la LEC aussi. J'ai trouvé cet article-là, le AU aussi, l'European Urology. C'est une LEC qui est contrôlée par l'IA, c'est une LEC contrôlée par un algorithme et ça augmente en fait la fréquence des coûts sur le calcul de 75% et ça diminue les ratés de 67% des cas. Et je vous remercie. Merci, Dr Osleti. On va prendre une question. Merci. Quel est l'intervalle idéal entre 2 séances de LEC? Sur le rein? Ou bien l'urtère, oui. L'urtère, on peut faire des séances de LEC tous les 2 jours. Mais pour le rein, c'est généralement, on prend entre 2 et 4 semaines d'intervalle entre 2 séances.